Bonjour, je suis Monsieur Becker, professeur de SVT. Aujourd'hui, je vais vous parler des cancers. Commençons par un exemple. L'exemple dont je voudrais parler au début, est celui des enfants de la Lune. Ces enfants doivent absolument se protéger du soleil. S'ils s'exposent au soleil, ils développent des tumeurs dans toutes les régions exposées, par exemple au niveau du visage. Essayons de comprendre pourquoi. Des personnes atteintes de Xeroderma pigmentosum, ce que l'on voit ici, sont souvent atteintes de cancer. Nous, on se propose de déterminer les caractéristiques des cancers, d'en déterminer les origines, de rappeler les traitements et de voir certaines méthodes de prévention. Donc, qu'est-ce qu'un cancer ou qu'est-ce qu'une tumeur? Une tumeur se caractérise par des cellules qui sont souvent en train de se diviser et qui présentent des caractéristiques anormales. Ici, sur cette photographie prise au microscope optique d'une région du col de l'utérus, les cellules cancéreuses sont toutes petites et elles correspondent à des cellules qui se divisent rapidement. Inversement, les cellules saines que l'on voit ici ont des noyaux plus gros, elles sont plus grandes et elles se divisent beaucoup plus lentement. Au niveau de l'ADN, deux brins d'ADN parfaitement enroulés en hélice dans le cas des cellules saines. Dans le cas des cellules cancéreuses, l'ADN est souvent endommagé. Essayons de comprendre pourquoi. Cela tient au fait que certaines protéines, certaines enzymes sont endommagées dans le cas ou mutées dans le cas des cellules cancéreuses. Là, ce que l'on voit de cette couleur, et pas endommagées dans le cas des cellules saines. Cette molécule qui apparaît ici, c'est l'ADN. Donc on voit que la région ici a une certaine forme, et chez les cellules cancéreuses, elle a souvent une forme différente. Essayons de comprendre pourquoi. Donc, dans le cas de la protéine P53, qui est impliquée, qui contrôle l'entrée des cellules en division, on voit que lorsque l'enzyme, la protéine P53 est normale et qu'elle est exprimée normalement, elle est exprimée en quantité élevée, ce qui permet la réparation de l'ADN et la stabilité du génome des cellules de l'individu. Lorsque l'enzyme est mutée, les cellules anormales, c'est-à-dire précancéreuses ou cancéreuses, continuent à se diviser, ne meurent plus. Elles sont devenues immortelles. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dû à des mutations, ici par exemple une substitution. Donc vous avez pas mal de gènes mutés dans les cellules cancéreuses. Ce qu'on retrouve ici, au niveau de l'ADN. Donc ici l'ADN a une forme légèrement différente de celui des cellules saines. C'est pas toujours si spectaculaire, il peut s'agir de mutations au niveau de gènes clés. Donc, résumons-nous. Les cellules cancéreuses sont des cellules immortelles, mutées, elles ont souvent des formes un peu différentes des cellules normales. Leurs divisions sont incontrôlées, elles se divisent de manière anarchique et rapidement. De plus, ces cellules stimulent la croissance des vaisseaux sanguins. Les tumeurs, c'est souvent sanguinolent. Enfin, ce sont des cellules du soi modifiées qui échappent au système immunitaire. Essayons de comprendre d'où viennent les tumeurs. Donc la première origine qui vient à l'esprit, c'est une origine génétique. Quels peuvent être les arguments? Ici,
on voit ce que souvent sur l'arbre généalogique apparaître des tumeurs d'une génération à l'autre. Dans le cas des allèles, les allèles d'une cellule cancéreuse sont souvent mutés. Ici, une délétion de 2 nucléotides. Donc, s'il y a une délétion ou une addition ou une substitution, la protéine de réparation de l'ADN ne fonctionne plus du tout. Donc, il y a une composante génétique. Certaines tumeurs sont héréditaires, mais pas toutes. Si je prends le cas des cancers de l'ovaire et du sein, il y a bien une composante héréditaire, ce que l'on voit pour l'allèle BRCA1+, il y a une composante héréditaire, mais on s'aperçoit que chez les personnes présentant l'allèle BRCA1+, nombre de personnes ayant eu un cancer, ici, est beaucoup plus important que chez les personnes ne portant pas cet allèle. Pour autant, à 70 ans, le pourcentage de personnes ayant eu un cancer est de 54% chez les personnes porteuses de BRCA1+, mais de 11% chez les personnes n'ayant pas cet allèle, c'est les personnes saines. Autrement dit, des allèles comme BRCA1 multiplient le risque de cancer. Ce sont des allèles de prédisposition. Exemple de personnes touchées. Mademoiselle Jolie, l'actrice. Essayons de comprendre pourquoi. Dans le cas de BRCA1, l'enzyme BRCA1 correspondante est une enzyme qui s'enroule autour de l'ADN et qui répare les cassures double brin de l'ADN, autrement dit les cassures les plus graves. Chez les personnes prédisposées au cancer du sein et de l'utérus, on voit ici une délétion, il y a des mutations de cet allèle. Donc il y a une composante génétique. Est-ce la seule composante? Il y a aussi une composante de l'environnement. Essayons de comprendre pourquoi ou de trouver des arguments. Le gouvernement australien s'est intéressé au cancer de la peau et on s'est aperçu que depuis 1982, le nombre de personnes atteintes de mélanome, un cancer de la peau particulièrement grave et particulièrement agressif, a été multiplié par 2,5. D'où le titre de la diapositive, une vague irrésistible de cancer de la peau en Australie. Quelle peut en être la raison? Parmi les rayons du soleil figurent les UV. Les UV touchent l'ADN, et en particulier la thymine. Lorsque 2 thymines sont touchées, elles se lient l'une à l'autre par des liaisons covalentes. Il se forme un dimère de thymine, ce qui déforme l'ADN, ce que l'on voit ici. Mais les dimères de thymine ne se comportent pas comme la thymine d'origine, c'est-à-dire qu'elle ne se lie pas, ou pas forcément, à l'adénine. C'est ce que l'on voit ici. Le dimère de thymine ici se lie à une guanine, ce qui ne devrait pas être le cas. Autrement dit, les UV déclenchent indirectement des mutations. Il y a aussi des enzymes de réparation de l'ADN. Si elles ne fonctionnent pas correctement, il y a un risque de cancer considérablement accru. Ce n'est pas le seul facteur du milieu qui est susceptible de multiplier ou d'augmenter le risque de cancer. Vous avez ici le virus HPV 16, autrement dit le papillomavirus, qui est responsable
d'une bonne partie des cancers du col et de l'utérus. Dans les gènes de HPV-16 figure la protéine E6, que l'on voit ici en bleu, qui se fixe sur la protéine cellulaire P53 dont on a parlé et qui contrôle l'entrée en miteuse, en particulier l'entrée en miteuse des cellules modifiées. Donc c'est ce que l'on voit ici. Lorsque les cellules sont infectées par le virus HPV-16 ou quelques autres, comme HPV-18 et quelques autres, cette protéine s'exprime et les cellules ou une partie des cellules du col deviennent progressivement immortelles, ce qui permet au virus de se multiplier, entre autres. Autrement dit, la protéine virale rend les cellules infectées, infectées cancéreuses. Ce virus, HPV-16, et ses cousins comme HPV-18 et autres, sont des facteurs de développement des cancers. Il y a d'autres facteurs comme des facteurs chimiques, le benzopyrène des cigarettes, etc. Il n'est pas lieu dans ce diaporama, qui est un peu long, d'entrer dans le détail. Donc une fois que le cancer est installé, essayons de voir les traitements. Donc le traitement le plus ancien, c'est la chirurgie, ce qui est illustré par cette diapositive. Ici, soit dit en passant, la photo qui a été récupérée est libre de droit. Vous avez la référence. Continuons. Donc, c'est le traitement connu le plus ancien. Un peu plus récent, la radiothérapie. La radiothérapie consiste à envoyer des rayons X ou des rayons UV sur les tumeurs. Mais le problème avec la radiothérapie ou avec la chirurgie, c'est qu'on risque d'enlever du tissu sain et qu'on risque de ne pas enlever toutes les cellules cancéreuses. Un peu plus récent, la chimiothérapie. Ici, vous avez une molécule l'actinomycine D qui s'intercale dans la molécule d'ADN et qui déclenche des mutations. Donc cette actinomycine D va être particulièrement active dans les cellules qui se divisent beaucoup et rapidement, c'est-à-dire essentiellement les cellules cancéreuses. Certains médicaments utilisés en chimiothérapie bloquent également la division des cellules. Donc, quand on déclenche des mutations à répétition, c'est le cas de l'actinomycine D, ou que l'on bloque la division, on finit tôt ou tard par tuer les cellules cancéreuses. Mais il y a des effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires, et les traitements sont difficiles à supporter. D'où des traitements un peu plus récents, comme ici. Dans le cas du cancer de l'estomac, le cancer de l'estomac est souvent provoqué par une bactérie, par un microbe, Helicobacter pylori. Mais cette bactérie a deux ennemis, le virus KHP30 et le virus KHP40, illustré ici, qui s'attaquent spécifiquement à la bactérie. Si on arrive à se débarrasser de la bactérie, on se débarrasse également d'une bonne partie des cancers de l'estomac. Donc c'est un traitement relativement récent qui est sans risque puisque ce virus KHP30 et son cousin KHP40 sont spécifiques de la bactérie. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Continuons. Parmi les traitements les plus récents figurent les anticorps, traitements à base d'anticorps. Les anticorps peuvent être utilisés soit directement contre les cellules cancéreuses, donc ici on voit un anticorps, mais qui est dirigé contre la protéine PD
1, c'est une protéine qui est impliquée dans le système immunitaire. Il faut savoir que les cellules cancéreuses vont soit tuer les défenses de l'organisme pour leur permettre de survivre. Elles peuvent faire ça, donc des anticorps dirigés contre les protéines qui affaiblissent localement et ponctuellement le système immunitaire peuvent permettre le réveil du système immunitaire et l'attaque du tissu cancéreux. Des tissus cancéreux. Donc c'est un traitement relativement récent, mais qui est horriblement cher. Avantage, il est très ciblé. Donc soit on attaque les cellules cancéreuses, soit on attaque les cellules du système immunitaire qui protègent les cellules cancéreuses. Passons maintenant au traitement, ou plutôt à la prévention. Par les méthodes de prévention les plus anciennes, certaines campagnes s'est en effet aperçu, ici, que pendant un certain temps, la consommation de cigarettes a augmenté et que parallèlement, le nombre de cancers du poumon a augmenté. Dès qu'on a commencé à appliquer des campagnes de publicité contre le tabac et qu'on a légiféré là-dessus de manière stricte, augmenté les prix, on s'aperçoit que quelques dizaines d'années après, le taux de mortalité par cancer du poumon diminue lui aussi. Donc, campagne contre la publicité, des campagnes ne pas fumer, faire des campagnes contre la cigarette peut réduire le nombre de cancers. Passons à autre chose. Dans le cas, je vais revenir là-dessus, du virus HPV-16 ou du virus HP-18 que l'on voit ici c'est HPV-16, l'organisme sait fabriquer des anticorps dirigés contre ce virus. On peut donc fabriquer des vaccins, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et en Australie, le gouvernement a décidé de vacciner systématiquement et gratuitement les filles et les garçons contre les papillomavirus, en particulier le HP16 et le HPV18, donc campagne de vaccination. Et depuis qu'on a appliqué cette campagne de vaccination, on s'aperçoit que le taux de cancer du col de l'utérus et du sein, accessoirement, ont diminué. Donc, la vaccination marche également contre certains cancers du foie, vaccination contre l'hépatite C, le virus de l'hépatite C et de l'hépatite B. Il existe d'autres méthodes préventives, mais le but ici n'est pas de faire un inventaire de tout ce qui existe. Petit résumé, pour les fichiers de molécules, j'ai utilisé ou je me suis appuyé sur le site du rcsb.org. C'est une banque de molécules en 3D, fichiers FDB, qui sont reconnus et utilisables pour la plupart des logiciels 3D. Pour les séquences anagènes, je me suis appuyé, et sur les arbres, je me suis appuyé sur la banque de données d'anagènes dont on voit la référence. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à voir la vidéo suivante. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.